Les podcasts du Figaro. Je n'ai pas le droit aux sentiments. Les sentiments, c'est un océan, tu t'y noies. Pour survivre ici, il faut être en granit. Pas une plainte, pas une larme, pas un cri, et aucun regret. Même lorsque tu as peur, même lorsque tu as faim, même lorsque tu as froid, même au seuil de la nuit cellulaire, lorsque l'obscurité dessine le souvenir de ta mère dans un recoin, rester droit, sec, nuque raide. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de L'Enragé de Sorge Chalandon, publié chez Grasset. Un roman époustouflant qui se déroule dans la nuit du 27 août 1934, quand 56 enfants se révoltent et s'échappent d'une colonie pénitentiaire. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Sorge Chalandon. Bonjour Alice. Vous avez publié L'Enragé. Dans ce roman, vous parlez d'enfants qui n'ont pas eu la chance de bien être. Des humiliés, des orphelins qu'on a enfermés dans un bagne à Belle-Île-en-Mer en 1934. Vous racontez la solidarité et les trahisons entre enfants, les maltraitances des matons, en vous glissant dans la peau de Jules Bonneau, dit la Teigne, le seul enfant qui a réussi à s'évader lors d'une révolte en 1934. Une révolte qui a donné lieu à une chasse aux enfants. Alors première question, Sorge Chalandon, comment êtes-vous tombé sur cette histoire du bagne de Belle-Île-en-Mer qui a seulement fermé ses portes en 1977 ? Alors d'abord, je suis tombé sur un père qui était maltraitant. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que jamais je me serais intéressé à Belle-Île si je n'avais pas été moi-même un enfant torturé, frappé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon père serait au tribunal, en fait. Toute mon enfance entière, de 12 ans jusqu'à ce que je me suis sauvé de chez moi. J'étais à Lyon à l'époque. Je suis sauvé de chez moi à 16 ans. De 12 ans à 16 ans, mon père me menaçait, non pas du bagne, c'était pas le mot qu'il employait. Les deux mots qui étaient très à la mode à l'époque et qui étaient dans sa bouche tout le temps, c'est de la maison de correction ou de la maison de redressement. Et même, il me réveillait en pleine nuit pour faire ma valise pour qu'on y aille. Ah oui, vous menacez clairement d'y aller. C'était sa menace constante. J'avais 5 en calcul au lieu d'avoir la moyenne, ou non, 4 en calcul au lieu d'avoir 5, la moyenne sur 10 évidemment. Je renversais un verre d'eau, j'avais un regard qui était déplacé. J'étais bon pour la maison de correction, j'étais bon pour... Il n'appelait pas ça le bagne, mais en tout cas, j'étais bon pour mettre à l'écart, pour être mise à l'écart de la famille dans des lieux que je ne connaissais pas encore. Et donc, moi, ce qui me touchait quand j'étais enfant, c'est de quoi il me parle. C'est quoi la maison de correction? C'est quoi la maison de redressement? Et c'est là où je suis tombé sur Jules Vallès. C'est là où je suis tombé sur L'Enfant, ce livre-là. C'est là où je suis tombé sur d'autres. Tout d'un coup, j'ai eu une fureur de lire des livres qui parlaient d'enfants battus. Donc, il y avait évidemment Poil de carotte, la folle coche Jules Renard, il y avait Enfant perdu sans collier, il y avait tous ces livres-là qui me faisaient dire « je suis pas seul au monde ». Quand Jules Vallès, dans L'Enfant, dédie ce livre à ceux qui ont été battus, qui ont été rossés, qui se sont ennuyés, je me dis, il y a un petit Jules, quelque part, Vallès, que je connaissais pas, qui parle à un petit Sorge en lui disant courage. Et donc c'est un livre que vous aviez et que vous portez depuis l'enfance d'une certaine manière ? Si c'est le livre de Jules Vallès, oui, depuis l'enfance, mais de moi écrire un livre là-dessus, non. C'est-à-dire que moi, je suis simplement un enfant battu, il faut que je me sauve, donc je m'évade de chez moi, vraiment. À 16 ans, je suis émancipé. C'est quelque chose que les plus anciens connaissent, c'est-à-dire que vos parents disent tout d'un coup à la police et à la justice, je n'ai plus rien à voir avec lui, et donc vous êtes émancipé. Et là, je rentre à Libération, nous créons Libération en 1973, et en 1977, alors que je suis à Libération, je vois une petite dépêche de l'agence France-Presse qui dit qu'à Belle-Île, il y a un centre d'éducation surveillé qui vient de fermer ses portes. Et là, je fais le rapprochement. J'avais lu des choses déjà. C'était un bagne. La presse de l'époque, dans les années 30, il parlait du bagne de Belle-Île et je me suis dit, mais c'est incroyable que ça ferme en 77. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes, évidemment, mais je me rends compte que des enfants de 77 étaient dans les cellules de leurs copains de 1880, que le mur était le même, que les tessons de bouteilles qui sont encore sur le mur du centre d'éducation surveillé de ce bagne de Belle-Île existent toujours. Et cette impression que des enfants de mon âge et de ces jours-là étaient dans les mêmes lieux, non pas avec les mêmes conditions de vie, mais les mêmes lieux que presque 100 ans auparavant, j'étais absolument épouvanté et je m'étais juré d'écrire quelque chose. Alors je suis à Libération à l'époque, il n'y a que 12 pages dans le journal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire sur un bagne qui vient de fermer alors que personne ne sait qu'il a été ouvert, aucun intérêt. Mais je me jure de le faire, puis les jours passent, puis les mois passent, et les années passent, et j'oublie les enfants de Belle-Île. Et en fait, je ne les oubliais pas.
Aujourd'hui, s'il y avait un établissement comme ça indignerait tout le monde. Comment expliquer qu'à l'époque, on pouvait soutenir ce genre d'établissement? D'ailleurs, il y a les habitants de Belle-Île-en-Mer ont soutenu, les corrections en chassant les enfants qui s'étaient eux-mêmes enfuis de cet établissement. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'était qui? C'était qui? Si c'était, des enfants, qui avaient commis un crime de sang ou un vol extrêmement important, il y avait les tribunaux pour eux. Mais de 12 ans jusqu'à 21 ans, qui était la majorité légale à l'époque, on ne mettait pas les enfants dans les prisons et on ne les conviait pas devant les tribunaux. En revanche, on ne savait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi faire des petits délinquants, vraiment des voleurs de poules au sens propre du terme, ou des voleurs de pain au sens propre du terme. Mais on ne savait pas quoi faire non plus des petits vagabonds, des enfants qui étaient dehors parce qu'ils n'avaient plus de famille. On ne sait pas quoi faire des petits orphelins. Donc orphelins, vagabonds ou tout petits délinquants minuscules, eh ben en fait, on les mettait à part de la société. Il fallait pas qu'on les éduque, il fallait pas qu'on les rééduque, il fallait qu'on les cache. Ils étaient cachés dans des centres pénitentiaires, donc qui s'appelaient les colonies pénitentiaires. Il y en avait des maritimes, il y en avait des agricoles. Par exemple, Jean Genet, le Le fameux poète. auteur, était dans une colonie agricole à Mettray, dans le centre de la France. Et l'idée, c'était qu'il fallait que ces enfants-là disparaissent aux yeux des braves gens. Il fallait plus qu'ils soient dans les rues, il fallait plus qu'ils hantent les marchés, il fallait plus qu'ils volent des pains dans les boulangeries. Donc ils étaient là et c'était normal. À aucun moment la population s'est dit, enfin à aucun moment, après il y a eu, une fois que le scandale a explosé, dû à l'évasion dont on va parler, mais en tout cas jusqu'à cette évasion de la nuit d'août 1934, l'idée c'est qu'il y a des centres pénitentiaires en France, bah, qui cachent des jeunes qui sont des délinquants en puissance, qui un jour, qui volent un œuf, volent un bœuf, un jour ils voleront un bœuf, un jour peut-être qu'ils tueront, il faut les mettre à l'abri, il faut les mettre hors de portée. Il n'est pas question de les rééduquer, il est question d'attendre tranquillement 21 ans à la majorité. Les plus sages iront mourir pour la France dans l'armée et les plus méchants iront dans le vrai bagne, à Biribi, à Cayenne, etc. C'est-à-dire que c'est un lieu où on ne rééduque pas, mais où on dresse, et c'est un lieu où on épuise de ces enfants malheureux, souffrants, isolés, de ces enfants qui, depuis leur naissance, n'ont rien vécu de bien, on va faire des adultes soumis. Et comment vous avez fait pour mener vos recherches donc sur ces lieux qui étaient, cachés ou dont on ne parlait pas, dont on laissait les enfants dans le secret? Alors, il y a quelques historiens qui ont travaillé évidemment sur les centres pénitentiaires. Belle-Île a une particularité, c'est que ses archives ont brûlé en 59. Et donc, il y a des traces évidemment, mais je n'ai pas été sur les traces parce que c'était un peu compliqué de les retrouver. En revanche, il y a une chose qui est magnifique à l'époque déjà, mais c'est la presse. C'est-à-dire que la presse locale, la presse nationale, chaque évasion de Belle-Île ou chaque problème à Belle-Île est dans la presse. Mais elle est dans la presse d'une drôle de façon. C'est-à-dire que quand l'un de ces enfants malheureux s'évade, bah, pourquoi est-ce qu'il s'évade? Parce qu'il n'en peut plus des brimades, des coups. Il y a des coups, il y a des tortures, il y a des viols. Imaginez-vous, c'est quand même insensé de penser que sous l'autorité française, sous l'autorité de la République française, un gamin de 12 ans qui rentrait au centre pénitentiaire parce qu'il était orphelin était mis en ménage avec un grand de 21 ans pour qu'il y ait la paix sociale à l'intérieur du centre. C'est des choses qui sont épouvantables, en ménage avec tout ce que cela comporte. Ces gens-là, il ne fallait pas en parler du tout. Ce que j'ai fait, c'est j'ai cherché dans la presse tout ce qui a pu être écrit à l'époque. Mais à l'époque, lorsqu'un petit voleur de pain s'enfuyait tout seul et qu'il essayait de rejoindre la terre, Quiberon, etc., en volant une barque, mais quand on lisait dans la presse, c'était épouvantable. C'est un assassin en puissance qui s'est évadé, qui a essayé de voler une barque. C'est-à-dire que les gens, en fait, avaient peur de ce qui se passait à l'intérieur du centre. Ils avaient peur de ces gens-là. Ils avaient peur de ces gamins qui arrivaient de la gare, enchaînés jusqu'au centre avec leurs sabots, comme des petits forçats qui allaient être mis à l'écart. Ils avaient peur d'eux. Et donc, vous imaginez, quand un s'évade, c'est la catastrophe. Quand 56 s'évadent, dans la nuit du 27 août 1934, mais là, c'est monstrueux pour eux. Et donc, oui, il se passe quoi? Il y a les braves gens et puis il y a les touristes, tout le monde. Ils se mettent à la chasse à l'enfant. Et c'est terrifiant de penser une île entière va chasser toute une nuit entière les enfants. Les chasseurs, la vraie ouverture de la vraie chasse contre les animaux, les pauvres, la chasse n'avait pas commencé. Mais les chasseurs se sont équipés pour la chasse à l'enfant comme s'ils allaient à la chasse aux animaux. Il y avait des fusils, ils avaient des bottes, etc. Les touristes sont venus avec leurs filets à papillons et leurs filets à escargots, à coquillages, etc. Et c'est-à-dire que toute une île entière s'est mise à la chasse à l'enfant, sachant que pour chaque tête, pour chaque enfant, non pas ramené, mais rapporté sur les épaules, etc., il y avait une pièce de 20 francs argent qui était offerte
par la gendarmerie, donc par l'État français. 20 francs argent, à l'époque, dans le Morbihan, c'était quand même c'était 4 pains de 3 kilos. C'est Oui, énorme. c'est énorme. Donc il y avait ceux qui le faisaient parce qu'ils n'avaient pas d'argent, il y avait des pauvres gens sur Belle-Île, puis il y a ceux qui le faisaient parce que ces petits voyous en devenir, ils n'allaient pas être sur l'île quand même. Attention à nos filles, attention à nos femmes, attention à nos filets de pêche, attention à nos barques, attention à nos commerces. Donc il fallait les rapporter, il fallait les ramener là d'où ils venaient à la citadelle, et pour cela, on payait les gens comme une chasse aux nuisibles. On comprend du coup le titre du livre, L'Enragé, ça fait tout à fait du sens. C'est des enfants aussi qui ont une rage de vivre, une fureur de vivre. Mais il Absolument. paraît aussi que le premier titre, c'était La Teigne. Alors, j'ai hésité parce que La Teigne donc est le titre du premier chapitre, en fait. Et puis on a discuté parce que c'est une petite teigne. Quand j'étais enfant, j'étais une petite teigne. Une petite teigne, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui va se défendre avec les poings. Parce que j'étais très bègue étant enfant, très, très bègue. Et donc quand on riait de moi, de mon bégaiement: «Ah, l'autre il est bègue», j'aurais tellement pu dire: «Eh ben toi t'es moche». C'est formidable, la réponse tac au tac, mais je pouvais pas. «Et toi t'es moche», je peux pas le dire. Les mots me sont empêchés à cause du bégaiement. Comme beaucoup de gens de mon époque, je suis un gaucher contrarié. Donc mon père trouvait que la main gauche c'était le diable, il fallait absolument écrire de la main droite, autrement on était fou, c'est ce qu'il disait. Si t'écris de la main gauche, t'es fou, tu n'es pas normal. Donc à coups de pied, à coups de poing, à coups de ceinture, j'étais obligé d'écrire de la main droite, sauf que quand un gaucher contrarié est obligé d'écrire dans la main droite, tout d'un coup, il devenait bègue pour des raisons que j'ignore. Je n'ai pas travaillé là-dessus, mais en tout cas, le fait d'écrire de la main droite a fait de moi un bègue. Comment je faisais, moi, quand on se moquait de moi? Le seul moyen que j'avais, c'était de leur faire peur. Que la peur change de camp, que le rire change de camp, et puis que quand il y avait un petit nez qui saignait dans la cour de récréation, plus personne ne m'embêtait. Donc j'étais une teigne. Mais c'était une teigne, je voulais pas que le sang coule. C'est parce que mes mots ne coulaient pas. Je voulais pas faire du mal, c'est parce qu'on me faisait du mal. Donc moi, j'ai offert à Jules, j'ai offert la teigne que j'étais. Cette colère d'enfance et de rage de vivre, et en même temps le mot teigne. On l'a regardé, on a beaucoup discuté avec nos éditeurs, avec les copains. Et teigne, c'est sale, on dit une petite teigne, une sale teigne. La teigne, c'est une maladie de peau, de cheveux, et c'est quelque chose qui est pas très ragoûtant. Moi, j'ai pas envie de prendre une teigne dans mes bras. Un enragé, bien sûr que j'ai envie. Donc l'idée, c'était teigne, d'accord, mais l'enragé était plus proche de ce que j'étais, était plus proche de mon petit Jules. Il est pas qu'une teigne, c'est pas un mauvais garçon, Jules. Mm. C'est un môme qui n'a jamais été aimé, qui n'a jamais été touché, qui n'a jamais été câliné, qui n'a jamais eu l'histoire de sa maman, qui connaît pas la peau de son papa et qui va apprendre à desserrer les poings. C'est une histoire de rage, on le comprend, et vous le dites très bien dans votre livre, mais est-ce qu'on peut aussi dire que c'est une histoire d'amitié? C'est la fraternité et l'amitié. C'est une chose qui est très particulière. Je suis incapable d'écrire sur l'amour. Je suis marié, j'ai des enfants, mais sur l'amour, je ne sais pas écrire sur l'amour. Il s'approcha d'elle et l'embrassa. Je trouve ça tout niais, tout nul, j'arrive pas, c'est gnangnan. L'amitié, je sais. C'est-à-dire que pour moi, je sais décrire une main sur une épaule. Je sais alors amitié, fraternité, sororité, que ça soit une femme, mais en tout cas, ce moment où on compte sur l'autre, où on peut compter sur l'autre. Et ça, je sais l'écrire et ça, j'aime l'écrire. Et à mon petit Jules, je lui offre des amis. Ce que je n'ai pas eu quand j'étais enfant, je lui offre des pères aussi, des sortes de pères, je lui offre une sorte de mère. Et c'est ça qui est important, c'est que oui, il y a la colonie pénitentiaire, oui, il y a l'évasion, mais le plus important, c'est qu'il y a ce gamin. Et moi, je veux que ce gamin, il évolue. Je veux qu'il change. Ça aurait pu s'appeler La Métamorphose, ce livre, en fait. Ben, cette petite teigne, je veux qu'il devienne un petit Jules. Et un Jules bien, et un Jules qui a un regard droit, qui a une nuque un peu raide, mais qui soit... Et surtout qu'il cesse d'avoir des poings au bout des bras et qu'il ait des mains tendues, des mains ouvertes. Alors, ça fait un peu gnangnan comme ça, mais je vous promets que lorsqu'on rentre dans la lecture de ce livre, on voit que c'est pas gnangnan du tout. Les histoires de violence, les histoires d'amitié, la littérature en est remplie. Alors quel livre illustre pour vous l'enfance? Bah, tous les livres que j'ai cités, Les Hauts Murs d'Auguste Le Breton, Jules Vallès, Miracle de la Rose de Jean Genet. Chaque fois qu'un enfant est persécuté dans un livre, c'est moi. Vous citiez aussi Folcoche tout à l'heure et ça me faisait penser à Vipère au point. Alors, il y a évidemment Vivre au point, mais alors c'est très compliqué parce que moi, j'étais battu par mon père. Ma mère était une complice victime, mais qui n'a pas jamais levé la main sur moi, mais qui baissait les yeux, qui se mettait qui se recroquevillait en attendant que les coups passent. J'ai beaucoup de mal avec les livres dans lesquels c'est la mère qui est celle qui bat. Alors, il y en a peu. Il y en a peu, mais ça existe.
Et donc je suis plutôt, non pas attiré, mais plutôt attaché, à la violence d'un père sur son fils ou sa fille. Mais c'est vrai que la violence de la mère alors, Folcoche pour moi ça aurait été Folco, un homme par exemple, j'aurais adhéré totalement. Folcoche, j'avais du mal à je cherchais dans la méchanceté de cette femme la douceur de l'enfant qu'elle aurait pu être. Quel livre vous a fait aimer lire? Encore une fois, c'est étrange, encore une fois, L'Enfant de Jules Vallès. L'Enfant de Jules Vallès parce que pour moi un livre c'était quoi? Un livre c'était ce qu'on apportait à l'école, ce qu'on ouvrait avec nos maîtres qui nous regardaient. J'avais pas de livre à la maison parce que c'était en fait c'était interdit. Mon père ne voulait pas de choses de l'extérieur. Il trouvait que c'était moche, il y avait que 2 journaux à la maison, il y avait Minute et Rivarol, donc des journaux d'extrême gauche comme on connaît bien et donc c'était 2 journaux, il avait un livre sur Hitler, et un livre sur la Waffen-SS. Notre environnement, c'était ça, avec interdiction de rapporter à l'école. Tout ce qui venait de l'extérieur était vicié, n'était pas bon. Tout ce qui venait de l'extérieur, et nos professeurs avec, et nos maîtres avec, c'est des gens qui nous mettaient des trucs pourris dans la tête. Ça, c'était mon père. Donc moi, quand j'en parle à mes filles, ça les fait hurler de rire. En cachette, je faisais pas TikTok en cachette. En cachette, j'allais à la bibliothèque de Saint-Jean à Lyon pour lire. Et quand je suis tombé sur L'Enfant, quand je suis tombé sur ce Jules Vallès que je ne connais pas du tout, j'ai pris ce livre parce que c'était l'enfant. Le mot enfant me dit ben, je suis un enfant, je veux lire ce livre. Et quand, euh, en exergue de ce livre, je vois que ce livre est dédié à ceux qui ont été battus par leur maître, qui ont été rossés par leurs parents, et quand ce monsieur Jules Vallès que je ne connais pas dit je dédie ce livre, là j'ai compris ce que c'était la littérature. La littérature, c'était pas juste un livre. La littérature, justement, voilà, c'est ce petit Jules qui dit au petit Sorge et bonhomme, t'es pas tout seul. Moi aussi, j'étais là avant toi. J'ai souffert comme toi, et puis et tu peux t'en tirer comme moi. Et tout d'un coup, j'ai compris à quoi servait un livre, en fait. Parce que je ne comprenais pas à quoi servait un livre. Un livre, c'est des images, d'accord, c'est les nuages et le soleil qui luit. Non, c'est pas ça un livre, Sorge. C'est pas ça. Un livre, un livre, c'est la fraternité, c'est l'amitié. Un livre, c'est une main sur mon épaule qui me donne du courage. Je vais vous demander quel est votre livre de chevet, mais peut-être que j'ai déjà la réponse. J'en ai 2 en ce moment. J'ai L'humour sous le nazisme. Alors excusez-moi, j'ai oublié le nom, voilà, de la personne, mais c'est un livre sur comment on faisait de l'humour, pendant l'occupation, et c'est un livre qui est assez formidable. Et je suis en train, pour des raisons qui me sont personnelles, mais je relis en ce moment La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle. C'est un tout petit livre minuscule, La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle, qui raconte son expérience à Ravensbrück. Et j'aime ce livre d'abord parce qu'il lui ressemble. C'est un livre sec, et c'est un livre, c'est pas de la littérature, c'est à l'os des mots, à l'os des sentiments. Et c'est un livre, on parle de Ravensbrück, du régime concentrationnaire, on parle de la nuit, et au bout la traversée de la nuit, il y a de la lumière. Et ça me touche beaucoup. Moi, je suis plutôt du genre, quand on me dit de la lumière au bout du tunnel, moi, je suis plutôt du genre, fais gaffe, que ce soit pas le train qui arrive en face. Donc, moi, je suis extrêmement pessimiste en tout. Mais dans ce livre-là, la traversée de la nuit, pour moi, toutes les nuits, que ce soit l'univers concentrationnaire, que ce soit l'enfance, que ce soit le cancer, toutes les nuits, que ce soit le malheur, toutes les nuits, j'espère qu'il y a une petite lumière au bout. Et Geneviève de Gaulle me murmure sans cesse. J'ai dû lire ce livre une centaine de fois, et toujours parce que je recherche, en fait, je recherche le silence de la littérature. Moi, ce qui me plaît, c'est quand les littératures murmurent. Donc, mon livre de chevet, c'est pas un livre pour m'endormir, c'est un livre pour me permettre de me réveiller le lendemain et de me lever, parce que je sais pourquoi je me lève. Quel livre vous a fait pleurer? Plein, plein de livres m'ont fait pleurer. Je sais pas, j'ai pas en tête. Dès qu'un livre est douloureux, mais moi, je peux pleurer devant un coucher de soleil. D'ailleurs, ça fait rire tout le monde parce que je peux pleurer devant un tableau. Je peux pleurer évidemment en écoutant une musique, mais disons que pleurer, c'est pas ce qui me caractérise comme. C'est pas formidable de pleurer. Moi, c'est plutôt le livre qui me met en colère, par exemple. Ah bah justement, on y vient. Quel livre vous a mis en Bah, colère? le livre qui m'a mis en colère, mais j'ai vraiment des problèmes de nom en ce moment, de nom propre. Je suis absolument désolé. C'est le livre sur les EHPAD, évidemment. Ah oui, mais Bien la, sûr. la grande enquête. La grande enquête. Voilà, ma mère était en EHPAD à ce moment-là. Et lire un livre les poings fermés, du début de la première ligne à la dernière ligne, je trouve que c'est. Alors, c'était pas un roman, évidemment, mais c'est la réalité qui bouleverse. Et cette rage-là, la rage de ma mère en EHPAD, et la rage que j'ai pu lire dans ce livre, rage contenue Il évidemment. s'appelle Les Fossoyeurs.
Les Fossoyeurs, merci Voilà. beaucoup. Heureusement que je suis avec vous. Les Fossoyeurs. Quel livre aimez-vous offrir? Généralement, j'aime offrir les livres d'actualité, soit les livres qui sont dans les rentrées littéraires, soit les livres de mes amis, de mes copains. Et par exemple, un livre que j'aime beaucoup offrir en ce moment, justement, c'est Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson, ou quand tu entendras, sur Anne Frank. Et moi, j'aime beaucoup ce livre parce que tout le monde dit Anne Frank, le journal d'Anne Frank. Non, c'est pas le journal d'Anne Frank. Anne Frank, c'était une autrice. C'était une vraie romancière, c'était une vraie. Alors, c'est pas un roman, mais en tout cas, c'était une formidable femme de lettres en devenir, et non pas juste le journal d'Anne Frank comme le journal de Paul Machin ou de Jules Machin. Non, non. Et j'aime beaucoup ce livre parce que la romancière Lola Lafont est dans le livre totalement à l'intérieur, et, et parce qu'elle redonne sa dignité à une enfant martyrisée par les nazis. Elle leur donne sa dignité et la replace véritablement dans l'univers, non pas l'univers de l'enfance et du martyr juif, mais dans l'univers de la littérature française et de la littérature mondiale, pardon, parce qu'Anne Frank évidemment, mais dans la littérature mondiale, et ça, moi, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est offrir les livres quand des gens vont me dire qu'ils ont appris quelque chose. Soit qu'ils ont appris une histoire, qu'ils ont écouté, qu'ils ont entendu, qu'ils ont lu, soit qu'ils ont appris quelque chose sur l'auteur ou sur l'autrice. Ça me plaît. Et ce qui me plaît encore plus, c'est quand j'offre un livre dont personne ne parle. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me touche infiniment. Découvrir et offrir la petite pépite. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Enragé, publié aux éditions Grasset. Merci Serge Chalandon. Mais merci à vous, vraiment. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develay, journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!